Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 37 morts, de nombreux blessés et des habitations incendiées, c'est le bilan d'une attaque survenue la semaine dernière à Koulongo dans le cercle de Bankas. Et qu'est-ce qui explique cette escalade de violence dans cette partie du pays? Comment stabiliser le centre? Et qu'est-ce qui explique la multiplication des milices d'autodéfense au Mali? Pour répondre à ces questions, nos invités, Maître Hassan Bari, membre de l'association Tapital Poulako, Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité ISS de Bamako, Mamadou Togo, président de l'association Djina Dogon, qui avait donné son accord pour participer à ce débat, s'est fait excuser à quelques minutes de l'émission. Je suis Issa Fakaba Sissoko pour la présentation de ce débat. Le grand dialogue. Recrudescence de l'insécurité au centre du Mali, on en parle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons ce récit de la rédaction de Studio Tamani, signé Amadoun Maïga. Des sources locales, les assaillants ont fait irruption hier matin dans le village de Kolongo, une localité située à 35 km de la ville de Bankas. Ils se sont attaqués à la population et ont tué 37 personnes et blessé plusieurs, explique le préfet du cercle Abou Diara. Ce bilan est d'ailleurs confirmé par le gouvernement malien qui parle également de nombreuses habitations incendiées. Une fois alertées, les forces de l'ordre et de sécurité maliennes se sont rendues sur les lieux, poursuivent le préfet de la localité pour sauver ceux qui restaient sur le terrain. Il ajoute aussi que l'armée malienne a évacué les blessés dans les différents centres de santé environnants. Sur les causes réelles de cette tuerie, le préfet parle de conflits intercommunautaires qui sévissent dans toute la région actuellement. Toutefois, il affirme qu'une enquête est en cours pour trouver les coupables. La situation a été encore tendue dans la journée dans la zone. Des affrontements continuaient dans 4 villages de la commune de Dialasogo, toujours dans le cercle de Bankas. Ces violences surviennent 2 semaines après la visite du premier ministre malien Soumeilou Boubé Meiga dans la région. Au cours de ce voyage, le PM avait annoncé le désarmement et la réinsertion des milices Peul, Donso et Dogon du centre du pays. Voilà un compte rendu signé Amadou Maïga. Maître Hassan Bari, 37 morts, qu'est-ce qui peut expliquer cette escalade? Pourquoi autant de morts ce jour-là? Merci bien. Je ne sais pas ce qui explique le nombre de morts. Nous constatons simplement une furie meurtrière sur le village de Koulogo, tôt le matin, le premier jour de l'an, qui a fait 37 morts. Et plus tard, une autre victime est décédée, ce qui porte le nombre à 38 morts. Qu'est-ce qui explique cela? C'est d'une part, je crois, la présence d'une milice. Elle s'appelle Dana Amassagou, que certains ne souhaiteraient pas qu'on évoque le nom. Moi, je le dis haut et fort. Et deuxièmement, l'inexistence pratiquement de l'État dans la zone concernée. Quoi qu'on dise, la milice Dana Amassagou, depuis maintenant plus d'1 an, a sémé la terreur dans tous les cercles, notamment Koro, Douanza, Bankas, Bandiagara. Mais on vous dit simplement que le nom c'est Dana Amassagou dans cette zone. Mais le dénominateur commun, qu'il soit de la zone du Sanari, du Bambalari ou ailleurs, c'est des chasseurs, c'est des dozos. Et ces dozos, exactement comme le fait Dana Amassagou dans cette zone, donc cette milice, non pas au nom de la lutte contre le terrorisme, mais pour des objectifs inavoués, est en train de vouloir sortir toute une communauté de son espace territorial. Mais sur quel élément vous basez pour faire porter la signature de l'attaque de Koulongo à la milice Dana Amassagou? Vous savez, c'est beau de dire
que Dana Amassagou dise qu'ils ne sont pas responsables de l'attaque de Koulongo, ils n'ont jamais revendiqué une attaque quelconque. Ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, ils se cachent parce que tout simplement, cette affaire a fait l'objet d'une grande indignation, tant nationale qu'internationale. Voilà ce qui fait que cette milice trouve la stratégie de la négation. Ce n'est pas Dana Amassagou. Cherchez les auteurs ailleurs, mais nous sommes convaincus que la milice est l'auteur de cette attaque. Okay. Voilà ce que nous pouvons dire. L'occasion était bonne de faire réagir le président de l'association Djina Dogon qui a décliné l'invitation. Ibrahim Maïga, ces événements surviennent au moment où le président de la commission défense et certains ministres séjournaient dans la localité. Et pour certains, il s'agit d'un pied de nez aux autorités. Est-ce qu'on peut l'affirmer ainsi ? On peut avoir cette lecture-là, mais il faut quand même l'inscrire dans un cadre beaucoup plus large, qui est la répétition et la multiplication des attaques dans la région. Ce n'est pas la première attaque meurtrière dans les régions du centre, ou qualifiée comme telle. Donc ça peut peut-être être vu comme un pied de nez aux autorités, mais en l'occurrence je constate juste qu'il y a une répétition quand même, une multiplication des attaques dans la région. Je crois qu'il faut plutôt l'inscrire dans ce cadre beaucoup plus large de la multiplication des attaques, de la présence des milices qui a été rappelée, des groupes d'autodéfense. Tout ceci constitue quand même des acteurs armés non étatiques. Quand vous voyez le mode opératoire de l'attaque, des récentes attaques qui se sont produites, est-ce qu'on peut parler d'attaques terroristes ? Est-ce que c'est réellement des attaques terroristes ? Monsieur Maïga. Alors vous savez, le terrorisme, c'est d'ailleurs une notion qui ne fait pas consensus, une qualification juridique complexe. Vous avez déjà au niveau international des divergences profondes entre comment on qualifie le terrorisme et comment on qualifie un acte ou une attaque d'attaque terroriste. Ce que je constate tout simplement, et je pense que le mot qu'on veut bien porter à cette attaque à ce stade n'est pas le plus important. Je crois que le plus important, après le temps médiatique, c'est surtout le temps de la justice. Que la justice fasse son travail, en l'occurrence la justice nationale, pour établir d'abord les faits. Parce que vous posiez à l'instant la question des motivations. Ce que nous, on peut dire à ce stade, c'est qu'il y a des circonstances qui ont abouti à cette tuerie-là, à ce massacre-là. Maintenant, le mobile ou les mobiles de ceux qui ont commis cette barbarie, c'est à la justice de l'éclaircir, c'est à la justice d'établir les faits. Maître Hassan Baré, s'agit-il d'une attaque djihadiste ? Je ne crois pas. Ce n'est pas une attaque djihadiste. Je reviens pour dire, depuis longtemps, nous avons toujours dit que attention, ce qui se passe dans les cercles de Koro, Bankas, Bandiagara et Douanza ne relève pas de la lutte contre le terrorisme. J'ai dit et j'ai soutenu qu'il s'agit d'un problème économique, d'un espace vital que souhaiterait occuper une communauté. Et au nom de cela, des communautés sont liquidées. Une épuration ethnique s'en est suivie, parce que c'est celle-là qui occupe les terres, et il faut sortir cette communauté de ces terres, et pour redonner l'espace à d'autres. La question est simple. Est-ce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, a-t-on besoin de brûler tout un village? Est-ce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on a besoin de massacrer tout un village? Les 37 morts, 38 morts, est-ce qu'on nous a dit qu'il y a un seul terroriste dans le village de Koulongo? Je ne me limite pas simplement à Koulongo. Je vais plus loin, je vais remonter même dans le temps. Quand il y a eu Ngaouadje Tanfadala, où il y a ce jour-là, et le jour qui a suivi, 41 morts. Ce n'est certainement pas la lutte contre le terrorisme. C'est faire en sorte que ceux qui se trouvent dans l'espace donné, que ces gens-là puissent quitter.
Je vais plus loin. Quand on va jusqu'à créer un embargo économique, la communauté n'a accès à aucun marché, n'a accès à aucun véhicule, ne peut même pas se déplacer. Cet embargo est imposé par qui? Cet embargo est imposé par la milice terroriste d'Anna Massaga. Ok. Et juste après les événements, il y a le président... Je n'ai pas fini. Allez-y, s'il vous plaît. Quand on crée cet embargo, quel objectif cherche-t-on? Est-ce que c'est pour affamer le terroriste qui est mobile, s'il était là-bas, qui est mobile, qui ne serait jamais sur place? Ou c'est pour affamer la population, l'obliger à quitter, ou si elle refuse de quitter, qu'elle meure de faim, et avec elle, son troupeau. Okay. Voilà ce qu'on vous dit. Ce n'est pas la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas le terrorisme qu'ils combattent, c'est l'espace économique qu'ils cherchent à s'accaparer. Avant de vous poser la prochaine question, après les événements, le président de la République a effectué un déplacement dans la localité pour, dit-il, exprimer sa compassion aux populations victimes. Et après cette visite, le préfet de la localité a réagi. Nous l'écoutons. La visite du président hier a été vraiment salutaire. Depuis le mardi 1er janvier, la vie était restée figée à Bankas et à Koulogon notamment. Mais l'arrivée de M. le président de la République a été comme la pluie sur une terre asséchée. Donc nous allons essayer de surfer sur les bienfaits, les effets positifs de cette visite présidentielle pour relancer immédiatement le processus de réconciliation. Alors le président a annoncé la mise en place d'une unité pour sécuriser les populations. Comment cela a été accueilli? Oui, comme je l'ai dit, ça fait partie des mesures fortes, des décisions fortes prises par le président de la République. Donc il y aura cette base-là, donc les moyens de ces forces de sécurité seront renforcés. Du coup, cela va permettre de stabiliser la situation générale du cercle. Oui. Alors, Maïga, avant de vous donner la parole, Maître Hassan Bari, est-ce que la présence du président vous rassure et l'annonce de la mise en place d'une base militaire pourrait être un début de solution selon vous? Oui, je crois, oui. Il a bien fait de partir, mais en réalité, il s'est trouvé obligé de faire le déplacement. Sinon, des tueries de la sorte ont été perpétrées sur pratiquement l'ensemble du cercle de Kou. Je vous le dis, Naouadje Tamfadala, 41 morts. Nous n'avons même pas enregistré une réaction quelconque du gouvernement. Même pas un mot d'indignation. 41 morts. Ça n'est suivi... Le lendemain, le ministère de la Sécurité a fait un communiqué. Non, pas là-bas. Pas là-bas. Silence total. Madougou, à côté de Madougou, le village de Bombou, qui a subi le martyre de cette lutte contre le terrorisme, mais en réalité des agissements de la milice. 19 morts, suivis plus tard de 14 morts, des villages entiers brûlés. Et nous avons rencontré, en dépit malgré les nombreux appels de la communauté pour que l'État prenne en charge la résolution de ces problèmes, rien n'a bougé. Nous avons même rencontré, je crois, le 9 juin, le président de la République. Nous avons dit, président, attention, ce qui se passe dans le centre, dans une partie du centre du pays, ne relève pas de la lutte contre le terrorisme. Il y a une volonté affichée. Vous pensez que les autorités sont indifférentes face à... Mais elles ont été indifférentes. Aujourd'hui, le président de la République est parti tout simplement parce que le gouvernement français a pris une position. Vous êtes sûr de... Mais je vous lis ça. Ok. La France est préoccupée par l'augmentation des meurtres et violences graves à l'encontre des civils dans le centre du Mali depuis quelques mois, qui a connu un nouveau pic hier avec plusieurs dizaines de morts. La France appelle à une réaction forte des autorités maliennes pour que ces crimes fassent l'objet
sans délai d'enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés. Il est important que cette réponse repose sur une approche associant action judiciaire, prévention de nouvelles violations des droits de l'homme et désarmement de toutes les milices comme le gouvernement s'y est engagé. Il est parti à Banka, il est parti à Koulogo, non pas parce qu'il était atterré, mais il était pratiquement obligé suite à une position claire de la France. Nous allons donner la parole à Ibrahim Maïga. Et Ibrahim Maïga, ces événements interviennent 2 semaines après le déclenchement du processus de désarmement des milices. Il a parlé de la milice d'Anna Amassagou. Et finalement, est-ce qu'on peut estimer que le DDR va changer quelque chose? Alors, il faut espérer que ça change la donne sur le terrain. Parce qu'effectivement, l'un des problèmes, et je pense que Maître y a fait référence, c'est l'existence quand même de milices, d'hommes en armes, qui ne sont pas sous le contrôle de l'armée. Et ça, c'est problématique parce que c'est eux qui se font justice, c'est eux qui parfois règlent des comptes en cas de litige. C'est problématique à beaucoup d'égards, donc, et il est important de ce point de vue d'accélérer donc le processus de DDR. Maintenant, est-ce que le processus de DDR va résoudre la solution ou la situation dans la région ou dans les régions du centre? Je ne le pense pas. Je pense que c'est un outil parmi d'autres qui est là, qu'il faut probablement activer dans une espèce quand même de course à la stabilisation. Cet outil doit aller avec quel autre? Alors, il y a déjà des dialogues qui ont été annoncés, des dialogues entre les communautés. Parce que ce que Maître disait tout à l'heure, c'est qu'au-delà de la lutte contre le terrorisme, et je pense effectivement que ce massacre n'a absolument rien à voir avec la lutte antiterroriste, parce qu'il s'agit quand même de femmes, d'hommes non armés, d'enfants, etc. Et donc, ça ne peut pas passer pour une action de lutte contre le terrorisme. Ça, je pense qu'on est clair là-dessus. Maintenant, il y a des dialogues intercommunautaires ou intracommunautaires qui doivent être entamés pour que les communautés se parlent, pour qu'elles mettent justement sur la table les différends qu'elles ont entre elles, qui ne sont pas d'ordre communautaire stricto sensu, mais qui sont liés justement à ce que Maître disait tout à l'heure, l'occupation de l'espace, les espaces pâturaux, le foncier, etc. Et donc, il est important que ces problèmes-là, ces problèmes qui sont des problèmes de fond, trouvent des solutions structurelles, parce qu'on ne va pas régler la situation en désarmant les gens uniquement, mais au-delà du désarmement, il faut aussi garantir la sécurité de ceux qu'on désarme, mais de ceux qui sont dans cet espace-là. Donc, il est important que l'État aussi soit conscient qu'il y a un rôle important pour lui et qu'il se mette enfin à le jouer pleinement. Maître disait tout à l'heure qu'il y a comme un abandon ou quand même un silence face à la détresse exprimée par les représentants de la communauté Peul ici. Je pense qu'il faut quand même noter qu'il y a eu beaucoup d'hésitation de la part du gouvernement sur la façon de gérer ces milices-là, ces groupes d'autodéfense. Je ne suis pas sûr que la solution ait été trouvée entre-temps, mais il est clair que la violence a franchi un cap et cela doit être pleinement saisi par les autorités, les actions doivent suivre. Et comme je le disais dans mon propos introductif, je pense qu'après le temps médiatique, parce que comme Maître Bari l'a rappelé, ce n'est pas la première tuerie à laquelle on assiste dans le centre du Mali. Et après, chaque fois, c'est un peu la même chanson avec une indignation au niveau national, mais également au niveau international de la part de certains acteurs. Mais après, on nous dit qu'il y a des enquêtes en cours, mais ces enquêtes n'aboutissent pas. Et c'est pour ça que je mettais l'accent sur la justice. Il est important que la justice, notamment nationale, joue son rôle. Parce que la justice, c'est aussi une garantie de non-répétition. Et si on assiste à la multiplication ou à un sentiment d'impunité au sein de ces milices ou au sein de ces acteurs armés non étatiques, c'est quelque part parce qu'il n'y a pas de justice dans cette partie du pays. Il y a quelques années, quand même, c'est la crise au nord qui était plus préoccupante et aujourd'hui, c'est au centre. Comment cette région a pu plonger? Qu'est-ce qui explique l'origine de cette crise-là? Alors, c'est justement cette lecture cloisonnée de la situation au Mali qui a abouti à la dégradation de la situation dans le centre. Je pense qu'il faut arrêter d'essayer de hiérarchiser les crises dans le pays. Le pays traverse une crise profonde qui est importante dans certaines zones plus que dans d'autres,
Il est important de prendre conscience de cela, mais c'est quand même avant tout une crise malienne. Il faut arrêter de dire que c'est la crise au nord. C'est la crise dans le nord. Mais c'est quand même une crise malienne. Il faut que les Maliens de tous bords, de toute région, de tout horizon soient impliqués dans la résolution de la crise. Vous demandiez, je le devine un petit peu dans votre question, quels seraient les liens entre la crise, si on veut la localiser dans le nord, et la crise qu'on vit depuis 2015 quand même dans le centre. Il y a plusieurs liens. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on parle déjà du Nord en 2012, c'est oublier quand même qu'une partie de Douanza était déjà occupée, qu'une partie de Douanza a vu la présence du Moujao, par exemple. Donc, il y avait déjà les prémices quand même de crise à cette époque. 2012, 2013, 2014, je crois la situation est passée sous silence. Préoccupé par les négociations, préoccupé par la situation la plus vive. Je pense que les autorités n'ont pas été totalement vigilantes sur ce qui se passait dans le centre, et la réaction effectivement a été un peu tardive. Maître Hassan Barry, ce qui se passe dans la région de Mopti, est-ce qu'on peut réellement parler d'un problème entre des communautés? Est-ce qu'il y a des problèmes entre les communautés? Il n'y avait pas jusqu'à une date récente de problèmes entre les communautés. Les communautés même s'interrogent pourquoi aujourd'hui elles se retrouvent, se regardent comme chiens de faïence. Non. Nous avons dit tout ça malgré l'existence de la milice terroriste d'Anna Massagou. Si l'État avait observé une posture impartiale, se mettre à la disposition des deux communautés, on ne serait pas arrivé à ce niveau. Vous pensez qu'il y a un traitement préférentiel? Absolument, absolument. Moi seul, je peux me tromper. Mais toute une communauté ne va pas se tromper par rapport. Oui, mais quels sont les éléments sur lesquels vous basez de ce traitement inégalitaire que vous... Prenons le cas de cercle de Djenné, où il y a un camp de chasseurs, 400 chasseurs. Ça, c'est le gouverneur de la région de Mopti même qui dit, rien que là-bas, il y a 400 chasseurs cantonnés dans un camp. Si je dis cantonnés, regroupés dans un camp. Qui finance le camp? Qui arme ce camp? C'est l'État. Mais est-ce qu'au centre, il n'y a pas des milices aussi qu'on appellerait milices composées de peuls? Je ne vois pas. Donnez-moi un. Non, moi je vous pose la question. Non, je ne vois pas. On nous parle. Il n'y a aucune milice de temps à autre. On nous parle de temps à autre de ASS. Je n'ai jamais vu cette organisation. En réalité, cette organisation a été mise en relief par Dana Amassagou pour faire croire qu'il y a ASS. Voilà pourquoi eux-mêmes, ils sont là. Mais en réalité, cette milice, pratiquement, n'existe pas. Je ne l'ai jamais vue. Mais ce, par contre, que j'ai vu, la milice d'Anna Amassagou est à l'œuvre, tout le monde le sait. Son chef a été reçu avec tous les honneurs par le premier ministre du Mali. Celui-là que nous considérons comme le chef terroriste a été accueilli en pompe par le premier. Cette milice, au moins, elle existe. Et je vous dis, si l'État avait joué un rôle d'arbitre, même pas d'arbitre, c'est-à-dire l'État, un État impartial, on ne serait pas à cette situation. Je vous le dis. Il y a quelques jours, les forces armées et de sécurité ont arrêté certains responsables de ces milices. Est-ce que s'il y avait une complicité, je reprends votre expression, est-ce que s'il y avait une complicité, il allait avoir cette arrestation qui a même provoqué des manifestations? Je vous le dis, ce n'est pas le président de la République qui est allé à Koulogo. Ce n'est pas de par sa volonté. Non, je parle de l'arrestation de trois individus. L'arrestation, ça l'est suivi. Oui. Parce que c'est net. Non, avant même l'attaque de Koulongo. Qui a été arrêté? Lors d'une opération militaire, des individus ont été arrêtés. Arrêtés et relâchés.
Je n'ai pas cette information. Les seules équipes, les seules arrestations où les auteurs sont encore détenus, c'est celle de l'attaque de Koulongo. En dehors de cette attaque, ils ont tous été rus. Je vous dis par exemple par rapport au Peul. On te voit même avec un bâton, tu vas en prison. A fortiori, si on te trouve avec une arme. Toutes les prisons là sont remplies de Peul. Parlons maintenant de la responsabilité des communautés, notamment à travers leurs responsables dans cette crise. Est-ce qu'il y en a? On a vu des appels à l'apaisement, des appels à la paix des communautés Peul et Dogon, mais la violence... Je vous assure qu'on a tout fait. Est-ce que ça veut dire que les responsables ne sont pas écoutés au niveau des communautés? Non, c'est-à-dire pour que ces responsables soient écoutés, il faut que l'État joue son rôle. Si l'État privilégie une communauté, les actions d'une communauté contre une autre, parce que ce qu'on ne vous dit pas, cette milice d'Anna Amasagou, les chasseurs en général, sont allés jusqu'à Koulouba. Ils ont été reçus par le président de la République. Ils ont dit être venus pour aider l'armée à débusquer les terroristes. Donc l'État a sous-traité, par cette action, l'État a sous-traité la sécurité qui a été laissée en bonne partie entre les mains d'une milice terroriste. C'est ce qui a conduit à cette situation qu'il est difficile même pour l'État de rétablir. Vous avez au Burkina les Kolwogo, vous avez en Côte d'Ivoire les agissements des chasseurs qui, à chaque instant, apportent des soubresauts au fonctionnement normal des pays. Au Burkina, c'est comme ça. Chaque fois que l'État a perdu son équilibre, c'est ce genre d'action que nous rencontrons. Et au Mali, tout le monde le sait, l'État a pris faire cause pour les chasseurs. À telle enseigne que l'État même a du mal à prononcer le nom chasseur. Dans le communiqué, le mot chasseur intervient. Ils utilisent aussi le terme d'osso. L'État, je dis l'État. Oui, dans le communiqué des hommes habillés, c'est ce que l'État a dit. Ibrahim Maïga, on parlait tout de suite de la naissance des milices. Et dans d'autres localités, on les a vus, des communautés s'organisent pour mettre en place des milices d'autodéfense. Qu'est-ce qui explique la multiplication de ces milices-là? Tout simplement, je pense que c'est le recul de l'État. Le recul de l'État, la faiblesse de l'État, je pense qu'on n'aura pas assez de qualificatifs pour cette situation, mais c'est le recul de l'État, l'absence, la faiblesse, le manque de moyens ou parfois l'absence de volonté de s'y engager fermement. Et donc, est-ce qu'il faut craindre la création d'autres milices dans d'autres régions? On ne le souhaite pas. Alors, ce n'est pas exclu, parce que je me rappelle encore en 2012, quand on parlait de la situation des soubresauts dans la situation, dans le centre, en particulier dans le sac de Douanzan, les gens nous disaient, mais non, vous êtes trop alarmiste. Je crois que c'est circonscrit au nord du pays, il n'y aura rien. De toutes les façons, dans le centre du Mali, les gens vivent en parfaite coexistence depuis des siècles, voire des millénaires. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant quand on est dans un pays comme le Mali, où effectivement, on assiste aussi il y a une volonté quand même de la part des groupes extrémistes violents ou groupes terroristes de propager leur influence, leur présence à d'autres zones du pays. Donc il faut être extrêmement vigilant, mettre en place bien entendu des mesures préventives, mais être alerte aussi à toutes ces situations-là qu'on observe à Kangaba, dans la région de Koulikoro, dans le sac de Nara, etc. Donc il faut être extrêmement vigilant, extrêmement à l'écoute de ces alertes-là. Je pense que le conflit est quand même inhérent à la société humaine. C'est-à-dire vous avez dans toutes les sociétés des conflits, des tensions entre parfois même au sein d'une famille. Et c'est généralement le chef de famille, la cellule famille, le conseil de famille qui tranche quand il y a des tensions ou des conflits à l'intérieur des familles. L'État, un pays, c'est un peu ça. L'État est cette autorité régulatrice qui doit justement intervenir en toute impartialité pour concilier les points de vue ou pour trancher quand il le faut en faveur de telle ou telle autre partie. À partir du moment où vous n'avez pas cette autorité régulatrice, à partir du moment où vous avez ce régulateur qui est parti ou qui est contesté,
cela amène justement des réactions d'autodéfense, des gens qui se mettent ensemble, soit pour essayer de se protéger contre leurs voisins, contre le village à proximité, ou même qui sont dans parfois une attitude presque irrationnelle, qui attaquent pour ne pas être attaqués. Donc, je crois qu'il est important quand même, ce n'est pas pour rien qu'on en parle, et ce n'est pas une vendetta contre l'État. C'est que l'État a une lourde responsabilité dans ce qui se passe, soit par ses manquements, par ses agissements, ou aussi parfois par une mauvaise communication qu'il a pu à certains moments opérer. Et est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'au centre, la crise que nous connaissons n'est pas forcément due à l'insécurité, mais que, je les cite, la mauvaise gouvernance, la mauvaise distribution de la justice expliquerait ce que certains appellent comme la crise djihadiste? Est-ce que vous partagez ça? Alors, on n'est pas du tout en porte-à-faux avec cette lecture-là. Je pense que tout ce qui a été dit ici pointe justement vers la mauvaise gouvernance, vers le mauvais partage des ressources ou le mauvais accès des ressources aux ressources naturelles, mais surtout à la gestion des différends qui peuvent naître de la compétition autour des ressources naturelles. Donc mauvaise gouvernance, crise économique, je pense que les causes profondes sont celles-ci et qui débouchent justement à l'insécurité qu'on connaît aujourd'hui, mais qui aussi permettent aux groupes djihadistes, comme on les appelle, de recruter, de prospérer, parce que vous prenez la situation dans le nord du pays, les localités, les villages où les groupes djihadistes ont pu s'implanter, c'est tout simplement parce que les populations avaient des griefs importants vis-à-vis de l'État, parce que l'État parfois n'était pas absent, parce que l'État était perçu comme un acteur partial, parce qu'il y a une crise économique. Donc je crois que oui, ce sont les causes profondes de ce qui se passe dans le centre. Et tout cela est interrelié. C'est pour cela que je disais il y a un instant que oui, le DDR est une solution, on va dire, immédiate. Mais que derrière doivent suivre des solutions ou des réponses structurelles qui s'inscrivent quand même dans la durée. Mais pour ça, on a besoin aussi de l'accompagnement effectivement des communautés. Mais je pense que ce n'est pas juste d'inverser la charge en disant que c'est aux communautés d'appeler au calme. Les communautés appellent au calme. Je constate que les associations ne jettent pas de l'huile sur le feu, comme on a pu le voir dans certains pays. Vous dites que ces actions doivent être accompagnées par les communautés. Et qu'est-ce qu'elles peuvent entreprendre pour consolider cette sortie de crise? Non, je crois que déjà, les dialogues intercommunautaires ou intracommunautaires dont on a parlé, c'est important de raffermir ces dialogues-là, d'aller de bonne foi, que les chefs des communautés aussi se mettent dans de bonnes dispositions et que toutes les questions sous-jacentes à cette crise soient traitées ou en tout cas soient exprimées. Et que les communautés acceptent aussi que les solutions qui vont être mises en place sont des solutions inscrites dans le court, moyen et long terme. Parce qu'il y a des solutions, on n'arrivera pas à... On ne le dit pas assez, mais la région de Mopti, par exemple, c'est quand même une région qui est confrontée aussi à un défi démographique. On n'en parle pas. Qui est confrontée à la rareté des ressources naturelles. On n'en parle pas. Et on voit les conflits se multiplier. Et ce qui est dangereux, et je pense qui est quand même la nouveauté dans la crise que traverse cette partie du Mali, c'est la professionnalisation de la violence. Pendant très longtemps, les tensions, les conflits se réglaient avec des gourdins, des bâtons. On avait les chasseurs, mais avec les fusils de chasse. Aujourd'hui, ce n'est plus les fusils de chasse qui tuent. C'est les armes automatiques qui tuent. D'où viennent-elles et qui les achète? Alors, c'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Qui les achète, clairement, c'est ceux qui les possèdent qui les achètent. Comment ils ont le financement pour ça? Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là et je crois que c'est une émission complète qu'il nous faudra, les liens aussi entre la criminalité et puis la course à l'armement. Mais il y a probablement aussi une volonté farouche et les financements, ils peuvent les obtenir de partout. Ça peut être Bamako, je ne veux pas cibler des gens en particulier, je ne pourrais pas le faire de toutes les façons parce que je n'ai pas de preuves allant dans ce sens. Mais ce qu'il est clair, c'est qu'il y a aussi un accès, l'accès aux armes est relativement facile aujourd'hui. Je pense qu'on a une commission de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre qui pourra probablement vous entretenir davantage sur la question. Mais aujourd'hui, il est facile pour un citoyen malien de se procurer une arme de guerre.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent l'émission Grand Dialogue qui réfléchit aujourd'hui aux récents événements survenus dans le cercle de Bankas. Et pour en parler, nous avons parmi nous Maître Hassan Bari, membre de l'association Tapital Poulako, Ibrahim Maïga de l'ISS de Bamako et Mamadou Togo qui devrait être parmi nous à décliner l'invitation à quelques minutes de l'émission. Maître Hassan Bari, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment sortir de l'escalade? Je crois qu'on va sortir de l'escalade parce que nous pensons que certains États ont un rôle fondamental à jouer. Et c'est comme ça que moi j'interprète le communiqué du Quai d'Orsay qui a attiré l'attention de l'État sur sa responsabilité à aller vers l'apaisement et à désarmer tous ceux qui sont armés et non désarmer sélectivement. Et depuis que la France s'est manifestée, je vois une condamnation à tous les niveaux, toute la société civile, pratiquement l'essentiel des partis politiques, tous ceux-ci ont condamné et ont demandé à ce que l'État s'implique. C'est l'État qui ne s'était pas impliqué. L'État a manqué de jouer effectivement son rôle. Voilà pourquoi on est à ce niveau. Nous avions dit au président, même s'il se sortait pour se prononcer, même un seul jour, nous sommes presque certains qu'il pouvait arrêter ce cycle de violence. Mais il est resté passif, il est resté silencieux au point que tout le monde a assimilé cela à une complicité avec les milices, notamment la milice d'Anna Amasago, qu'il a reçue. Mais en plus des appels à l'apaisement, au niveau des communautés... Non, je n'ai pas fini, parce qu'au niveau même, au niveau local, des populations sont en concertation sur le financement de HD. Beaucoup de rencontres, je crois une quinzaine de rencontres, a été organisée dans la région de Mopti. Rien qu'à Koro, c'est au moins 10 réunions uniquement consacrées à la sécurité, au vivre commun entre les communautés dans le cercle de Koro. Et cela, la même chose au niveau du cercle de Bankas. Au niveau de Ségou, c'est la même chose. Et je crois que on a du mal à voir l'impact de ces rencontres sur le terrain. Oui, c'est la confiance qui s'est érodée. La suspicion est trop forte, elle est trop grande, ce qui fait que c'est difficile à ramener. Des accords de cessez-le-feu ont même été signés entre les deux communautés. Mais sur le terrain, c'est l'escalade. Oui, il faut comprendre. Ce qui a été signé au mois de septembre, c'est entre des chefs de village Peul et des chefs de village Dogon du cercle de Douança, du cercle de Kourou. Cet accord a été rejeté par le chef de la milice d'Anna Amasago, qui 2 semaines après est venu pour signer un accord unilatéral. Mais là, que ce soit celui de Kourou, ou que ce soit l'accord unilatéral signé par la milice terroriste d'Anna Amasago, la paix n'est pas revenue. La paix n'est pas revenue parce que l'État ne s'implique pas comme on aurait souhaité, que l'État même monte au créneau, que l'État aille sur le terrain. Vous avez vu le président de la République à Bankas, dans le cercle de Bankas, et je suis presque certain, pour un bon bout de temps, nous connaîtrons la calme, nous connaîtrons la paix. Mais il ne faudrait pas qu'ils se disent qu'ils vont installer un camp à Koulogo, il faut que dès maintenant, qu'ils soient assez combatifs pour aller à tous les niveaux. Au niveau de Mopti, au niveau de Djenné, au niveau de Kémassina, que l'État ne reste pas passif. Il a été jusqu'à Koulogo, qui ne se limite pas à Koulogo. Il peut aller, le président de la République peut aller à Ténenkou, il peut aller à Kémassina, il peut aller un peu partout. Et je crois qu'il ne doit pas rester passif. En tout cas, c'est comme ça que nous interprétons le communiqué de presse du Quai d'Orsay. Il faut que l'État prenne en charge et que l'État s'assume jusqu'au bout.
Et ce qui est compris, Ibrahim Maïga, le Premier ministre était à l'Assemblée ce matin sur cette question suite à l'interpellation de certains députés. Et qu'est-ce que cette interpellation va changer sur le terrain? Je pense que je vais juste peut-être revenir sur l'impact des dialogues intercommunautaires qui ont été multipliés, qui se sont multipliés en fait ces derniers mois. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact quand même des dialogues parce que voilà, il y a des canaux de discussion entre les communautés, entre les chefs de village. Je crois que c'est extrêmement important. On peut faire passer des messages et c'est des vecteurs pour passer des messages forts, des messages en faveur de la paix. Mais dans le même temps, il ne faut pas non plus surestimer l'impact de ces dialogues-là. C'est-à-dire que les dialogues ne vont pas comme par baguette magique, régler tous les problèmes, tous les contentieux, toutes les tensions entre les villages, entre les individus ou parfois entre les communautés socio-professionnelles, je précise. Parce que je crois qu'au-delà de la question de Dogonpeul, je crois qu'il y a aussi des lignes de fracture quand même socio-professionnelles entre les agriculteurs et les éleveurs, entre les éleveurs eux-mêmes, entre les agriculteurs eux-mêmes. Je crois qu'il est important aussi de le préciser. Après, comme je le disais, c'est important ces dialogues intercommunautaires, mais après, il faut aller au-delà des dialogues intercommunautaires parce que ce qu'on ne rappelle pas suffisamment, c'est que quand vous prenez les accords qui sont signés à l'issue de ces rencontres-là, vous verrez quand même dans les résolutions qu'une partie importante des engagements est laissée pour l'État. À la charge de l'État. Est à la charge de l'État. Donc c'est important que l'État soit associé et que l'État derrière aussi mette en place, comme je le disais, des actions pour influer sur ces causes profondes et sous-jacentes des tensions et des conflits récurrents dans la région. Je crois qu'il est extrêmement important de le dire. On ne va pas régler la situation avec uniquement le dialogue ou avec des spots publicitaires en faveur de la paix, mais il faut aller au-delà. Traiter les causes sous-jacentes, les causes profondes, que ce soit lié à la gestion des espaces pâturaux, du foncier, que ce soit des tensions liées à des conflits très anciens, mais aussi à des problèmes de justice tout simplement. Maintenant, pour en revenir à votre question sur le Premier ministre, je pense que c'est un exercice louable que l'Assemblée est en train de chercher à faire. Il est bon quand il y a des événements de cette ampleur-là qui ont quand même, je crois, interpellé la conscience nationale au-delà des actes de condamnation ou des communiqués de condamnation de certains États étrangers. Je crois qu'il y a eu comme une onde de choc qui a été ressentie partout dans le pays à la suite de ce massacre-là. Donc il était important que la représentation nationale, qui est quand même l'émanation de la volonté populaire, interpelle aussi le Premier ministre et que le Premier ministre donne des explications sur les actions que le gouvernement compte entreprendre. Et je crois qu'il faut de plus en plus des dialogues ou en tout cas des interpellations de ce type pour que les autorités aussi sachent qu'elles n'ont pas les mains entièrement libres et que les parlementaires ou les députés qui sont l'expression de la volonté populaire ont aussi un regard sur ce qui se passe. Okay. Maître Hassan Bari, très rapidement, est-ce que après les événements de Koulongo, les communautés se sont rencontrées pour une sortie de crise? Est-ce qu'un dialogue a été établi entre le premier et maintenant? Non, pour le moment, je sais qu'il y a une mission qui doit aller, ça c'est une mission de réconciliation initiée à l'initiative des ressortissants de Bankas. Et cette mission devrait aller aujourd'hui sur Bankas, mais aujourd'hui il est trop tôt de tirer une conclusion. Je pense qu'il faut laisser le temps du deuil passer et quand les esprits vont se retrouver, je pense qu'avec l'appui de l'État les communautés vont trouver par elles-mêmes la nécessité de s'asseoir et de dialoguer. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Mais je dis et je répète, aujourd'hui on ira vers la paix. Parce que tout simplement, quelqu'un a tapé du poing sur la table. Quelqu'un a levé le Premier ministre pour l'amener sur le terrain. La représentation nationale s'est saisie du dossier, a interpellé le gouvernement. Il y a des efforts qui sont en train d'émerger.
Et je pense que dans les prochains jours, on aura un résultat. Ou dans les prochains mois, on aura des résultats. Ce qui est compris, c'est donc sur ces mots que prend fin cette émission Grand Dialogue qui portait sur les événements au centre. Et pour en parler, nous recevions Maître Hassan Bari, membre de l'association Tapital Poulako, Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité ISS de Bamako, Mamadou Togo, président de l'association Djina Dogon, qui était attendu parmi nous à décliner l'invitation à quelques minutes de l'émission. À la mise en onde, Peting Diara et régie vidéo nous dirait merci à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Menaka et partout au Mali à travers notre réseau de radio et télévision partenaires. Merci et bonne soirée chez vous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.